Mon parcours, une grande partie de mon parcours, c'est vraiment du hasard. C'est vraiment une suite comme ça de moments de rencontres où je me disais bah ça a l'air intéressant, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vraiment pas un truc où j'ai réfléchi et j'avais un plan et je savais depuis que je suis petit qu'est-ce que je voulais devenir quand je serais grand. Quand j'étais petit, je voulais être coiffeur ou bien astronaute, genre deux trucs qui n'ont rien à voir. Je m'appelle Albert Onkebert, j'ai 35 ans, je suis psychologue clinicien et docteur en neurosciences. J'ai grandi au Liban jusqu'à mes 22 ou 23 ans et après j'ai fait mon master de psycho, puis j'ai fait un master de neurosciences, une thèse en neurosciences. Donc je me suis retrouvé avec le doctorat en neurosciences et un master 2 en psychologie clinique. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, j'étais quelqu'un d'hyper stressé, d'hyper timide, je parlais quasiment avec personne. J'avais vraiment peur de tout, du noir, de manger de la mayonnaise, d'avoir les chaussettes mouillées, genre tout ce que tu peux imaginer. Ou bien ça m'inquiétait, ou bien ça me dérangeait. Mais bon, je pense que je commence à m'adapter. À un moment, j'en ai eu marre, la flemme a battu l'anxiété, c'est hyper fatigant d'être stressé. Et j'ai commencé à lire des livres de philosophie, d'existentialisme et surtout de stoïcisme, Marc Aurèle, Sénèque et tout ça. Et c'est là que j'ai compris un peu que la vie n'a pas vraiment un sens inhérent. C'était vraiment un poids énorme qui s'est levé de sur mes épaules. Là, je peux dire avec beaucoup d'humilité que je ne suis pas du tout quelqu'un de stressé. Mais je sais très bien c'est quoi être angoissé tout le temps. Pour moi, et ça je vous le dis, mais après vous pouvez le couper, pour moi la vie n'a aucun sens. Genre aucun. Genre... Et quand je dis la vie n'a pas de sens, c'est pas une phrase négative. C'est une phrase neutre. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que pour les autres, la vie a un sens. Et du coup, je me suis dit, si pour moi ça n'a pas vraiment de sens et pour les autres ça a un sens, si je peux les aider à aller mieux, bah tant mieux. Pendant longtemps, j'ai vraiment travaillé sur ce qu'on appelle les troubles anxieux. J'ai fait ma thèse sur quelque chose qui s'appelle la phobie sociale, c'est la peur de parler en public. Au cabinet, je reçois quand même beaucoup de tout ce qui est troubles anxieux. Et aussi, je travaille beaucoup avec des gens qui n'ont pas de pathologie, on appelle ça infraclinique, qui ont juste des petites difficultés de la vie, qui ont envie de parler, donc c'est des thérapies très brèves, de 3 mois, 6 mois, et après ils vont mieux. Moi, je fais des neurosciences cognitives, c'est vraiment comprendre comment fonctionne le cerveau d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on entend, comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on ressent une émotion, comment est-ce qu'on prend une décision. Les neurosciences, c'est la base biologique de la psychologie. Ce que ça me permet de faire, c'est que quand je lis une théorie, par exemple en psychologie, j'essaye de projeter ça sur comment est-ce que ça pourrait marcher dans le cerveau. Si ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, je vais me dire que cette hypothèse n'est pas vraiment quelque chose à laquelle je dois adhérer. C'est pour ça que, par exemple, en thérapie, je ne fais pas ce qu'on appelle de l'interprétation. Tu ne vas pas me dire un truc, je vais te dire « Ah, mais peut-être que c'est ça ». Alors c'est ce qu'on appelle une illusion bistable, c'est-à-dire si vous regardez cette danseuse, certaines personnes la voient tourner dans le sens aiguille d'une montre et d'autres dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est pour montrer comment on est tout le temps en train de réduire l'ambiguïté, c'est juste qu'il n'y a pas de marqueur de profondeur, donc votre cerveau ne sait pas quand est-ce que la jambe passe devant ou derrière, il faut qu'il fasse un choix. Et donc dans la réalité est quelque chose de multistable, il y a plusieurs manières de l'interpréter, et selon nos a priori, par exemple d'opinion, on peut analyser une même situation de manière différente, selon notre vécu, notre culture, notre âge, nos opinions politiques, nos opinions religieuses. Et donc c'est important de douter. Historiquement, pendant longtemps, la psychologie était considérée comme quelque chose de littéraire, et l'anatomie quelque chose de scientifique, et donc il y a une sorte de schisme, et donc on ne peut pas vraiment continuer à faire ce dualisme qu'on détient de la religion en grande partie, et de certaines philosophies, de séparer l'esprit et le corps, que genre, mon esprit flotte quelque part au-dessus de ma tête. J'ai du mal à accepter beaucoup de choses qui existent, qui sont définies par la psychologie, parce que je pense qu'on a mis des règles et on ne s'est pas assuré de pourquoi on les a. Un exemple très basique, par exemple, il y a certains courants de psychologie qui disent que pour qu'une thérapie fonctionne, il faut que le patient paye. J'ai cherché dans la littérature, il n'y a pas vraiment cet effet. Donc il y a des patients qui viennent me voir, si tu ne peux pas payer, bah, tu ne payes pas.
Si tu peux payer 10 €, tu vas payer 10 €. Ce serait complètement absurde de dire à quelqu'un « Viens me voir pour te faire soigner ». Et après, il est tout le temps sans sous, et donc il est déprimé parce qu'il n'a plus de sous. Les vendredis, je consulte. Les jeudis, quand il y a fac, je donne mes cours à la fac. Et les lundis, mardis, mercredis, ça dépend. Il faut se laisser le droit de ne pas être hyper productif tout le temps. C'est important de se permettre de faire ça et de ne pas tout le temps courir vers ce 100% productivité, parce que là aussi, on ne court pas vers ça dans quoi que ce soit d'autre. Il y a une sorte de limite dictature du bonheur, du dictateur de la productivité, de dictature de l'inspiration. C'est qu'on est en train d'essentialiser les gens à leur boulot. Et une personne est beaucoup plus que son boulot. Moi, des fois, les gens me demandent, genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je leur dis, bah, je joue à Mario Kart. Parce que des fois, je joue plus de temps que je ne bosse. Il y a des côtés qui sont positifs dans le sens où on peut maintenant responsabiliser les gens, où les gens sont en train d'essayer de trouver du sens dans leur travail. Leur travail n'est plus juste un moyen d'avoir un salaire, et ça c'est très bien, mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême, où le sens de ma vie devient mon travail. Dans 10 ans, j'espère que je pourrai toujours ne pas me réveiller tous les jours, d'être en train d'essayer de contribuer un peu au monde, de ne pas être complètement blasé, de ne pas tomber dans le cynisme. J'espère que j'aurai encore le souffle, parce que c'est fatigant, je ne vais pas me mentir, c'est fatigant de tout le temps devoir prendre en compte les intentions de chacun. Des fois, tu as envie, je sais pas, hier on m'a piqué mon téléphone, c'est une histoire vraie, j'ai bien envie de me dire quel salaud, j'y arrive pas et j'espère que dans 10 ans, j'y arriverai toujours pas. Et encore une fois, c'est pas parce que je suis gentil, ça rend le monde plus intéressant.